Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue, vous écoutez RFI, il est 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 12 décembre. La COP28 est à la une de cette édition. C'est peut-être le jour le plus long à la conférence sur le climat. Au dernier jour de cette COP, les États sont à la recherche d'un texte final et le consensus n'est pas facile à trouver, nous dit dans un instant notre envoyé spécial à Dubaï. La guerre à Gaza est également au sommaire. L'Assemblée générale de l'ONU est réunie à l'heure actuelle pour appeler à un cessez-le-feu. À la recherche d'argent pour poursuivre la guerre contre la Russie, Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien rencontre ce soir le président américain. Et puis en France, sortir de l'ornière, sortir de l'impasse politique. Après le rejet du projet de loi immigration hier par les députés, le gouvernement crée une commission mixte paritaire. On vous explique sa fonction à la fin du journal. La COP28, ce sont peut-être les heures les plus importantes de cette conférence sur le climat. Après 13 jours de discussion, de réflexion, c'est le dernier jour officiel des négociations entre les 197 pays représentés. Sultan Al-Jaber, le président de cette COP, a présenté hier un texte provisoire aux participants. Le texte ne stipule pas, ne mentionne pas la fin programmée des énergies fossiles, c'est-à-dire la fin de l'exploitation du pétrole, du gaz et du charbon. Colère de nombreux États, mais aussi d'associations et d'ONG. Pour qui l'heure est grave, il faut agir vite et rapidement pour limiter les conséquences du réchauffement climatique. La présidence émirienne travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle version en vue d'un accord final. En réalité, il sera difficile de trouver un consensus. À Dubaï, pour RFI, Jeanne Richard. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas. C'est en substance le message que veut faire passer la présidence émirienne de la COP28. L'ambassadeur Majid Al-Souaidi, directeur général de la COP, a pris la parole en ce sens ce matin. Comme vous le savez, hier, nous avons sorti un texte. Et vous savez aussi que de nombreuses délégations ne s'y sont pas retrouvées. Nous nous y attendions. En fait, nous l'avons fait exprès. Soyons clairs, ce texte était un point de départ. Quand on l'a sorti, on savait que les opinions seraient polarisées. Mais ce que nous ne savions pas, c'est où chaque pays allait fixer ses lignes rouges. En publiant ce premier brouillon, les délégations sont rapidement venues nous voir avec leurs propres lignes rouges. On a passé la nuit dernière à discuter et entendre ces retours et maintenant on est en capacité d'écrire un nouveau texte. Tout y est, promet-il, mais en coulisses, les délégués témoignent de tensions proches du point de rupture, évoquant même la possibilité d'échouer à trouver un accord. Pas sûr que le discours de la présidence réussisse à calmer les esprits. Jeanne Richard, Dubaï, RFI. À la recherche de financement pour continuer la guerre contre la Russie, Volodymyr Zelensky est aux États-Unis. Le président ukrainien s'est entretenu avec des élus du Congrès pour tenter de les convaincre de continuer à aider financièrement l'Ukraine et à résister face à l'invasion russe. Volodymyr Zelensky sera ensuite reçu par Joe Biden à la Maison-Blanche où les deux présidents tiendront une conférence de presse à partir de 21h15, temps universel. L'enfer sur terre, les mots d'un responsable de l'ONU pour décrire ce que vit la population de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. L'armée israélienne a encore accentué, augmenté, intensifié son offensive contre le Hamas. Vu des États-Unis, le soutien américain à Israël va se poursuivre jusqu'à ce que le Hamas soit détruit, déclare Joe Biden. Une prise de position très bien reçue en Israël. Michel Paul est à Jérusalem. La guerre ne s'achèvera que lorsque tous les objectifs auront été atteints, souligne Yoav Gallant, et le ministre israélien de la Défense ajoute qu'Israël allait aider les États-Unis à poursuivre leur assistance militaire à l'armée israélienne. En d'autres termes, Israël tente de démentir les informations selon lesquelles il y aurait un désaccord avec Washington sur l'issue du conflit armé.
Aucune date limite n'a été imposée pour la cessation des combats, souligne-t-on ici, mais de plus en plus de responsables israéliens laissent entendre qu'Israël a encore besoin d'au moins un mois pour mener à bien la première partie de son offensive terrestre. Par la suite, une nouvelle phase de la guerre serait entamée, des bombardements aériens et des incursions beaucoup plus ponctuelles dans la bande de Gaza. Et cela pourrait durer tout au long de l'année 2024. Les chefs de l'armée envisagent un roulement pour les réservistes mobilisés depuis le 7 octobre dernier. Reste bien sûr la question des otages. Selon le site d'information saoudien Elaf, Israël et le Qatar mèneraient des négociations secrètes pour un nouvel accord pour la libération des enfants, des femmes et des hommes, notamment 3 officiers supérieurs de Tsahal capturés par le Hamas. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Et comme je vous le disais en titre, l'Assemblée générale des Nations unies, les États membres de l'ONU réunis à l'heure actuelle à New York pour voter une résolution, un texte qui réclamerait un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Non loin de Gaza, en Cisjordanie occupée, 6 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans un raid de l'armée israélienne. Ça s'est passé dans la ville de Jenin, c'est ce que déclare le ministère palestinien de la Santé. Parmi les victimes figure un adolescent de 13 ans dont les soldats israéliens auraient bloqué l'ambulance qui devait le transporter à l'hôpital, toujours selon le ministère palestinien de la Santé. Le journal en français facile. 17h06 à Paris, l'actualité sur le continent africain. Au Rwanda, l'élection présidentielle fixée au 15 juillet 2024. Les Rwandais appelés aux urnes dans un peu plus de 7 mois pour élire leur prochain président, élire aussi leurs députés. L'actuel chef de l'État, Paul Kagame, est candidat à un 4e mandat. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a reconduit aujourd'hui au poste de Premier ministre Geraldo Martins, après avoir récemment dissous l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition. La reconduction de Geraldo Martins à la tête du gouvernement est contestée par sa propre famille politique, car certains le jugent trop proche du président Embalo. La politique en France, à présent, sortir de l'impasse après le rejet hier du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Le gouvernement cherchait une solution. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a choisi de faire passer son projet de loi immigration en commission dite mixte paritaire. Autrement dit, 7 sénateurs, 7 députés doivent se réunir le plus vite possible avec une mission: aboutir à un texte commun. Emmanuel Macron, ce matin, en Conseil des ministres, a fustigé ce qu'il appelle le jeu du pire des oppositions qui veulent bloquer le pays, eu égard hier au rejet du projet de loi. Quant à la première ministre Elisabeth Borne, elle a dénoncé une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. À l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran est venu synthétiser la pensée du gouvernement. Hier, ce n'est pas une majorité de propositions qui s'est constituée, mais une majorité de refus. Ce n'est pas une majorité alternative qui s'est dessinée entre des élus qui, au fond, n'ont pour seul point commun que la volonté de bloquer un texte gouvernemental parce qu'il est porté par le gouvernement. C'est une majorité qui montre son refus de la recherche du compromis. Et parce que nous estimons qu'il est fondamental de mieux lutter contre l'immigration clandestine, qu'il est fondamental de mieux encadrer l'immigration économique, qu'il est fondamental de mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester sur notre sol, le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite, toujours dans une démarche pour débattre et chercher un compromis entre la majorité et les oppositions. Enfin, le Parlement européen a remis aujourd'hui le prix Sakharov à l'Iranienne Mahsa Amini, remise de prix à titre posthume, c'est-à-dire après le décès de cette jeune femme. Mahsa Amini est décédée à l'âge de 22 ans après avoir été arrêtée pour non-respect du code vestimentaire imposé aux femmes en Iran. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver à tout moment sur Internet. À demain pour une nouvelle édition.